Jacques, bonjour. Bonjour. Alors, vous m'avez contacté par téléphone parce que vous souhaitez témoigner. Vous voulez nous raconter votre histoire ? Alors en fait, ça remonte à 2005. J'ai retrouvé une amie avec qui j'avais une liaison 10 ans plus tôt. Et à ce moment-là, j'étais célibataire et je souhaitais le rester. Et en fait, lorsque elle a su que j'étais dans un célibat, sa première réponse a été de me dire « Je vois pas pourquoi toutes les autres filles ont eu leur chance et que moi j'aurais pas la mienne ». Donc à partir de ce moment-là, elle s'est fait omniprésente, elle s'est fait gentille, elle amenait des plats, donc des plats que moi je me faisais même pas. Hein. Et on a commencé à ressortir ensemble, mais en fait, on va dire sortir aller au cinéma, sortir aller au restaurant, sortir des choses comme ça. Et puis est arrivé ce qui devait se passer. Donc on a recouché ensemble. Et là, je lui ai dit mes cas de vérité. Enfin, ce que je pensais d'elle, c'était qu'en fait, elle savait tout de moi et que moi, je savais rien d'elle. Et du jour au lendemain, tout a changé. Elle parlait, mais il n'y avait pas grand-chose dans les phrases. C'était plus pour meubler le silence, pour me donner l'impression que. Et puis je me suis dit, bon, il y avait une réticence, et malgré tout, je me suis dit, bon, allez, on va essayer, on va bien voir. Pourquoi est-ce que ce serait pas elle qui aurait raison ? Pourquoi je lui donnerais pas sa chance ? Et puis de là, moi, j'avais ma propre maison en location, et elle m'a dit, ce qui serait bien, c'est que tu déménages pour qu'on soit ensemble. Ça t'évitera de payer un loyer, etc., etc. Donc j'ai accepté le déménagement. On était en région parisienne. Elle savait que je voulais venir m'installer en Bretagne. Et en fait, quelques mois plus tard, parce qu'on arrivait au mois de décembre, début janvier, elle m'avait dit j'ai fait ma demande de mutation, apparemment elle a été acceptée, on part en Bretagne. Mais je dis quand est-ce qu'on en parle ? Donc après je me suis dit ok, mon rêve c'est la Bretagne et tout, on y va. Le problème c'est qu'elle avait son poste, moi je ne l'avais pas. Je travaillais dans un hôpital sur la communication. Et ce poste-là existait dans la région où j'habitais, mais il n'existait pas ici. Donc je continuais de faire les allers-retours entre Paris et la Bretagne. Et lorsque j'arrivais le vendredi soir, j'étais fatigué, ce qui est un peu normal, enfin on a fait toute la semaine. Et en fait, il fallait que je la désire tout de suite. Et au premier temps, je me suis dit, c'est normal, l'absence, tous ces trucs-là. Et quelques temps plus tard, je me suis dit, mais en fait j'ai l'impression d'être je vais te dire comme je le ressentais à l'époque, comme un sextoy, je veux dire, mais avec des jambes et des mains. Et quand je lui en ai fait part, elle m'a dit, mais non, tu te trompes, tu t'inventes des choses, c'est moi qui te désire, tu devrais me désirer comme je te désire, etc., etc. Donc je me suis dit, bon allez, on met ça de côté. Et un ami, infirmier, m'a dit, mais je trouve que tu vas pas bien, je trouve que tu es fatigué. Et il m'a conseillé de voir le médecin de l'hôpital, donc j'ai consulté le médecin de l'hôpital qui m'a dit, écoutez, moi je serais vous, je prendrais 3 semaines, 1 mois de repos. Et puis comme ça vous permettrait d'y voir un peu plus clair. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces 3 semaines, 1 mois de repos. Le problème, c'est que ces 3 semaines, 1 mois de repos sont devenus 4 arrêts d'arrêt maladie. 4 ans d'arrêt maladie. Et en fait, le repos n'a pas été positif. Quand j'étais à domicile, ici en Bretagne, les demandes incessantes se montraient de plus en plus nombreuses. Les contrôles, il fallait que je sois présent lorsqu'elle rentrait. Dès qu'il y a mon téléphone qui sonnait, qui c'était, il y avait une jalousie qui naissait, qui n'était pas saine. Et a commencé aussi le doute sur mes amis. Ça veut dire qu'en fait, c'était des petites phrases de rien du tout, des trucs bateaux. Mais tu vois, tes amis, ils se soucient pas de toi puisqu'ils viennent pas. Ils veulent pas venir nous voir. Et puis, j'ai rappelé un ami qui était médecin psychiatre dans la région où on était. Et j'ai fait un aller-retour et je lui en ai parlé. J'ai donné un grain de sable de ce que je vivais. Vous prenez la plage ici de Saint-Malo, vous prenez un grain de sable et puis vous le donnez à la personne. Et il m'a décrit toute ma vie. Il m'a dit, il faut que tu partes. T'es avec une personne qui est perverse. Et je le savais. Mais j'avais besoin de l'entendre. Et malgré tout, je me suis dit, en fait, elle a quand même fait pas mal de choses pour moi. Elle a pris des engagements, elle a déménagé, elle a fait tout ça. Je lui ai laissé sa chance. Donc je suis rentré, et quand je suis rentré, au bout d'un moment, je lui ai dit, voilà, pour moi, il y a 3 solutions. Soit je reste parce que je t'aime, soit je reste parce que je peux pas faire autrement, ou soit je te quitte. Alors là, c'était cinglant, ça a été cette dernière solution-là, tu penses même pas. Et du jour au lendemain, tous les week-ends étaient remplis avec des amis à elle qui venaient. Donc moi, j'avais commencé à faire chambre à part parce que je me sentais pas bien. Parce que je dormais au bord du lit, en fait, au bord de mon côté du lit. L'autre côté, c'était le précipice, je veux dire. Je suis tombé quelques fois, mais je m'en suis remis. J'avais peur qu'elle me touche, j'avais l'angoisse qu'elle me touche, il y avait des choses qui naissaient qui n'étaient pas normales. Et je me suis pas senti bien avec ça. Et le fait que, elle organisait des séjours de ses amis au domicile faisait qu'on était obligé de faire chambre à part. C'était pas facile, parce que lors de la présence de ses amis, il fallait faire bonne figure.
Et puis elle faisait tout, j'avais plus le droit de rien faire. En temps normal, c'était moi qui devais faire toutes les tâches. Et là, brutalement, dès qu'on arrivait le vendredi soir ou le samedi midi, quand il y avait des gens qui arrivaient, c'est elle qui se chargeait de tout. Mais est-ce que vous réussissiez à parler avec elle, à exprimer ce que vous nous dites là aujourd'hui ? Le problème, c'est que dès que je lui disais quelque chose, c'était moi qui me trompais, c'était moi qui avais un mauvais regard sur les choses. Sa réponse, c'était de me dire, la plupart du temps, si tu m'aimes comme je t'aime, tout ira bien. Elle me renvoyait les questions que moi je me posais, où je lui disais, mais ce serait bien qu'on communique correctement, positivement. Non, c'était de ma faute, c'était moi qui l'agressais. Et ça a été dès le début de la relation ? Non, mode de fonctionnement ? non. C'est comme une araignée qui tisse une toile. L'araignée, la toile, elle arrive pas en une seule fois, quoi. Et lorsque la toile, elle est tissée, c'est mort. C'est l'histoire je sais pas si je peux déjà en parler, mais j'avais un ami, Yvon, qui une fois, lorsque je suis revenu faire un tour en région parisienne, lui il était brocanteur, et il commence à me raconter, il me dit Jacques, faut que je t'explique un truc. Il dit il y a pas longtemps, il y avait à la fenêtre de mon garage, il y avait un papillon, il y avait un papillon qui venait me voir, j'étais en train de travailler sur un truc, et puis il arrêtait pas de voler près de moi, et puis pour m'entraîner vers la fenêtre. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais voir. Et à la fenêtre, il y avait un autre papillon qui était pris dans une toile d'araignée, et l'araignée était en train de lui bouffer les ailes. Mais en fait, ce qu'il me racontait, c'était ma vie. Et je me suis dit, donc il m'a expliqué qu'après, il a enlevé délicatement le papillon, qu'il l'a sorti de la toile, qu'il l'a essayé de le refaire voler, puis que le deuxième papillon, il s'est mis à côté de lui comme pour l'aider. Mais je me dis, il me raconte ma vie, quoi. Est-ce que vous avez ressenti de la difficulté à sortir de cette relation ? Oui. De dire qui vous étiez, ce que vous aviez envie, et ce que vous ne vouliez pas ? Alors, durant la relation ou après la relation ? Pendant la relation. Pendant la relation, c'était même pas la peine. Parce qu'en fait, j'ai appris à communiquer mes émotions depuis le temps que je suis tout petit. Au début, je me suis trompé, je me suis pris des baffes, je me suis ramassé, et puis j'ai compris qu'en fait, dire les émotions, c'est sain. Les dire d'une manière positive, c'est encore plus sain. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de Jacques Salomé, qui est un maître dans ce domaine-là, au niveau des émotions. J'ai appris. Mais à partir du moment où je disais mon émotion, je me trompais. Et quand je me trompais, quand je disais quelque chose d'important, j'étais renvoyé dans les cordes. J'avais l'impression d'être sur un ring, et que même si l'autre il est à terre, on continue de taper. Alors on ne tape pas forcément avec des poings, on le tape avec des mots, on le tape avec des silences, on le tape avec des absences. L'absence du regard, l'impression d'être invisible. C'est relativement subtil, la violence psychologique, c'est que on frappe pas de toutes ses forces en une seule fois, on frappe par à-coups. Et c'est tous ces petits à-coups qui à un moment donné se regroupent autour de la personne. Et comment Oui, justement, Jacques, vous expliquez que vous avez permis que cette situation dégénère comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a pas une lumière orange, voire rouge qui s'éclaire en vous, où vous vous dites ça suffit, ça peut pas continuer comme ça. Alors si, à un moment donné, quand j'ai voulu partir, elle m'a dit j'ai fait le test de grossesse, je suis enceinte. Alors le problème, c'est qu'elle était douce, elle était attentive, elle était brutale, avec les mots je parle, jamais avec les poings. Elle était cynique, elle était absente, elle était... Et on revenait à un moment donné aux douces, attentives. Et en fait, la fois où on a fait l'amour, elle était douce, attentive. J'étais de nouveau en sécurité avec elle. Mais l'instant d'après, je l'étais plus, quoi. Et lorsqu'elle Donc m'a vous cherchez une forme de sécurité, si j'ai bien entendu ce que vous exprimez. En fait, on m'a expliqué après que ça s'appelait la roue de... Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, ça porte un nom, ce cycle-là. Et oui, quand la personne, elle se fait de nous... En fait, il fonctionne pas comme moi, peut-être comme vous. Tout est programmé. Chaque action est programmée. Mais ça, on le sait pas. En fait, ils ont besoin de quelque chose, ils vont programmer leurs besoins. Donc, pour avoir quelque chose, ils vont se faire doux ou douce, attentifs, prévoyants, amoureux, gentils. Même si on leur dit, tu sais, tu te souviens, il y a quelque temps, je t'ai dit ça. C'est pas grave, tu avais raison. Alors, c'est pas tu avais raison, c'est transformé. C'est toi qui as mal compris les choses, mais bon, c'est pas grave, ça passe. Tout ça pour pour obtenir le besoin qui se sont formulés dans leur tête, quoi. Et une fois qu'ils ont leur besoin, qui est satisfait, moi je m'étais rendu compte que à peu près tous les 15 jours, il fallait que j'y passe. Je comprenais la nana qui écarte les jambes pour se dire je suis tranquille après. Quand j'y passais, pendant 2 ou 3 jours, j'étais tranquille. J'avais 2 ou 3 jours de repos. Quand on arrive là, Est-ce que vous qualifiez, Jacques, cette relation d'une certaine façon, puisqu'on a vu qu'au départ, vous êtes allé vivre chez elle, soi-disant parce que c'était pour faire des économies, c'était plus simple pour votre relation, mais est-ce que là, vous n'êtes pas retrouvé sous la coupe, quelque part, oui. Puisque sa maison, c'était la sienne? Oui. Ah oui, complètement. Je pouvais plus rien faire. Et puis, en fait, il s'est passé très peu de temps entre le moment où j'ai déménagé et le moment où elle m'a dit « j'ai fait ma mutation pour la Bretagne ». On se dit quoi, je fais quoi, j'ai pas de poste, c'est pas grave, je vais trouver. Mais on ne trouve pas. Parce qu'après, quand l'arrêt maladie d'1 mois s'est transformé en 4 ans, on est dans l'emprise, on vit dans l'emprise, on mange dans l'emprise, on dort dans l'emprise.
On Donc, se lève dans l'emprise. Le choix de venir en Bretagne, c'est le sien ou le vôtre, initialement? À la base, initialement, c'était le mien. Mais elle l'a fait, à mon avis, pour me garder. Pour aussi, alors, je vais employer un mot qui est juste, hein, malgré tout, pour me capturer, quoi. Et le fait de partir en Bretagne, ça signifiait quoi pour vous? De vous éloigner d'elle? Ah non, pour moi, le rêve de partir en Bretagne, c'était un rêve qui était bien avant elle. Hein. Ça remontait à mon enfance. J'avais toujours eu le désir, je venais toujours en vacances, à peu près un mois par an en Bretagne, dans les différentes régions. Et j'y suis venu avec d'autres partenaires. Mais elle savait, en fait, parce qu'on avait une liaison 10 ans avant, et comme ça avait capoté, il y avait quelque chose que je sentais pas. Il y avait 2 amis âgés qui m'avaient dit, tu ne touches pas cette personne-là, tu ne l'approches pas, tu couches jamais avec, rien, il se passe rien. Je me suis dit, bon, des fois, on se fait prévenir, et puis... Et on y va quand même. Et en fait, après, elle était devenue ma confidente. On se revoyait. Donc on allait au cinéma, machin trop chouette. Et en fait, elle avait appris tout de moi. Quand je prenais une galère, je lui racontais. Donc elle absorbait. Et c'est pour ça que lorsqu'elle était revenue, je lui ai dit, mais tu connais 95% de moi et moi je connais 0 de toi. Oui. Elle m'avait dit, mais t'as rien à savoir de moi, tu connais tout. Bah non, excuse-moi. En tout cas, dans votre récit, effectivement, Jacques, on en était au fait qu'elle tombe enceinte. C'est Noémie qui naît. Oui. Qui choisit le prénom, d'ailleurs? C'est elle. Ouais. Vous connaissez le sens du prénom, Noémie? Pas vraiment. C'est aimable, oui. La gracieuse. Oui. Et est-ce que ça change quelque chose à votre relation, l'arrivée de cet enfant, cette fille? Ah bah, lorsqu'elle m'a dit je suis enceinte, je me suis dit c'est fini, je peux plus partir. C'est mort. Je peux pas abandonner mon enfant. Alors c'était compliqué? Il y a eu un combat? Vous pouvez nous raconter? C'était un combat entre moi et moi. Entre l'envie de survivre et l'envie de sauver ma fille. Et donc il y a eu des gardes alternés, partagés après? Non. Après ça s'est passé autrement en fait. C'est que elle était maltraitante aussi avec mon enfant, enfin avec notre enfant. Et là sur le plan verbal, sur le plan de l'attitude? Physique aussi. Physique également. Elle l'a forcé pour. En fait, quand Noémie ne voulait pas manger, qu'elle était toute petite. En fait, une fois, je suis arrivé, je l'entendais hurler parce que moi j'avais des bunkers dans la maison. J'avais mon bureau et j'avais ma chambre. C'était mes bunkers, c'était mes endroits, mais ça, moi, où j'étais tranquille, soi-disant tranquille. Et une fois, j'ai entendu Noémie pleurer, et je suis arrivé dans la cuisine, et en fait, je me suis rendu compte qu'elle lui tenait la tête, et que de l'autre côté, avec la petite cuillère, elle l'a forcé à manger. Et lorsqu'elle a vu ça, elle a vu qu'elle était surprise que je sois là, quoi, en fait. J'ai dit, mais t'as pas le droit de faire ça, faut pas faire ça. Et j'ai dit, mais moi, je vais contacter les services de l'enfance. Elle m'a dit, tu fais ça, tu dégages. Tu prends tes cartons, tu prends tes chats, tu te barres. En fait, c'était des menaces. Des menaces qui étaient même pas voilées, du coup, hein, parce que c'était, si je faisais pas ce qu'elle voulait, ben, je prenais mes chats, je prenais mes cartons, et je me barrais. Alors Jacques, racontez-nous les suites, qu'est-ce qui se passe après? Alors ce qui se passe après, c'est que ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai toujours été créatif. Donc je créais et à un moment donné, j'étais appelé par une association pour exposer. Et cette association avait une personne très influente à la mairie qui m'a dit mais ça va pas. Je m'étais rasé les sourcils, enfin je veux dire, elle m'a dit il y a quelque chose qui va pas dans ton comportement. Et elle a dit si tu veux on en a parlé plusieurs fois et je lui ai dit. Et elle m'a dit bah écoute à tel moment, à tel endroit, à telle heure, il y a une conférence d'un professeur qui s'appelle le professeur Henrion. Je t'emmène avec moi. Elle m'a pas laissé le choix. Et quand je suis arrivé dans la salle, je lui avais demandé un petit peu avant, mais j'ai dit c'est qui les gens qui sont là? Elle me dit c'est que des professionnels de la santé. Ils étaient tous devant. La table ou table. Non, c'était pas une table, c'était un cinéma. Oui. Donc l'écran. Ouais, enfin lui il était devant l'écran, il était sur l'estrade et tout le monde était devant dans tous les sièges de devant. Et en fait, je me suis senti tellement mal que moi je me suis mis tout au fond derrière. Et elle est restée avec moi ce jour-là. Et au fur et à mesure qu'il racontait donc l'emprise perverse, bah, il mettait des numéros sur les pages de ma vie. En fait, j'avais pas le sommaire à l'époque, hein, mais il me permettait de comprendre ce que je savais déjà. Mais moi, ça avait explosé dans ma tête. Et à la suite de ça, je me suis dit, donc Elisabeth, elle m'a dit, je te présente telle personne et telle personne. Ils font partie d'une association de femmes, et tu vas aller les voir. Donc, il y avait une personne qui était une psychologue dans un CMP, qui m'a reçu très vite. Et la directrice de l'association m'a reçu aussi très vite. Et elle m'a dit, il va falloir que tu réapprennes à dire non, parce que tu sais plus dire non. Tu fais que dire oui. Donc à partir de ce moment-là, le oui c'est facile, hein, parce qu'on sait qu'on va être tranquille. On va être tranquille quelques secondes, quelques minutes, quelques heures peut-être. Et la première fois où j'ai redit non, elle m'a regardé avec stupeur en me disant mais qu'est-ce qui se passe hein? Elle m'a dit tu peux répéter? J'ai dit non, ça je le ferai pas. Alors je sais plus de quoi il s'agissait, mais non je le ferai pas, je suis pas d'accord. Et en fait elle a compris qu'elle commençait à me perdre du moins. Je commençais à vouloir reprendre mes ailes, même si je les avais plus entièrement. Et l'association de défense des femmes m'a dit il faut que tu portes plainte. Donc je suis allé au commissariat, accompagné donc par une de ces personnes, et j'ai porté un premier renseignement judiciaire. Et le lendemain je revenais en disant à la femme gendarme, je l'enlève. J'avais peur d'y retomber, j'avais peur de tout ça. Et puis 3 semaines plus tard, même pas, alors de là, elle a commencé à comprendre qu'il fallait me resserrer la vis. J'avais plus le droit de manger, il fallait que je mange ce que je pouvais m'acheter. J'avais plus le droit à l'électricité, j'avais plus le droit au papier toilette. Ça, c'était la honte de ma vie, en fait. Enfin, une des hontes de ma vie, c'est d'être obligé d'aller voler du papier toilette dans les supermarchés pour pouvoir faire ses besoins.
c'est comment on dit, un trauma qui reste, parmi tous les autres traumas, hein, bien sûr, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Mais et j'avais même été voir jusque le voisin qui était le maire du village en disant est-ce que je peux vous prendre de l'eau, à qui j'avais expliqué la situation. Hein. Il m'avait dit j'en entends parler souvent, mais il n'a rien fait. Bon, bref, c'est son choix à lui, c'est pas le mien. Et en fait, à la fin, j'y arrivais plus parce que je tournais avec les médicaments jour et nuit. Et donc, je suis retourné voir la gendarme et je lui ai expliqué ce que je vivais une nouvelle fois. Et elle m'a dit là, c'est une plainte. Et elle a dit vous l'enlèverez pas. Enfin, là, elle me l'a dit qu'à la fin, quoi. Et là, je me suis dit, waouh. Et je me suis senti vraiment en danger. Et lorsqu'elle a été convoquée par la gendarmerie, quelques jours plus tard, elle a organisé sa fuite avec notre enfant. Et moi, je faisais des démarches encore pour essayer de trouver un emploi. Et je suis revenu, il n'y avait plus personne. Enfin, il n'y avait plus personne dans la maison. Oui, il n'y avait plus personne dans la maison. Il y avait des tas de choses qui avaient disparu, surtout la chambre de ma fille. Dans la chambre de ma fille, il n'y avait plus rien. En fait, le déménagement a été fait en 4e vitesse, quoi. C'était prémédité. Ma fille s'est montrée absente pendant 3 mois. Il y a eu un référent en urgence pour que je puisse retrouver mon enfant. Il y a eu des analyses psychologiques qui ont été faites. Les analyses psychologiques avaient montré, alors moi, ça montrait que j'avais pas d'ego. Un peu normal, quand on vit dans les violences, on n'a plus d'ego. Hein. Et elle avait été nommée par le psychologue, donc mandatée par la justice, comme fonctionnant dans l'emprise hystéro-obsessionnelle avec un fort danger pour l'enfant. Et en fait, lorsque le juge d'affaires familiales m'a demandé si je la trouvais dangereuse ou si je la pensais dangereuse, je me suis dit, si je dis oui, si ça se trouve mon enfant va être placé, c'est pas la meilleure des solutions. Et en fait, j'ai dit non, en me disant peut-être qu'elle va être reconnaissante que je dise rien. Mais pas du tout, en fait, ça n'a pas changé les choses. Et lorsque j'ai retrouvé ma fille, donc après le jugement, en fait, le premier soir que j'ai été coucher Noémie, elle voulait pas que je sorte de sa chambre. Je l'ai compris après, hein, pourquoi. C'est qu'elle avait peur que, avec ses mots d'enfant, elle me le disait, mais j'arrivais pas vraiment à le saisir comment elle me le disait à moi. Mais en fait, elle avait peur que je disparaisse à nouveau. Donc ça a été un long travail de réassurance, de présence, d'attention, de soutien, d'être dans le jeu en permanence pour amener le maximum de rire, le maximum de bienveillance. Et puis ensuite, de toute façon, repostuler pour que le mode de garde change. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un an plus tard, ma fille est arrivée en me disant... on était à la piscine, et dans le moyen bassin, donc elle avait à peine pied à certains endroits, et je lui avais dit, on va faire un jeu, le premier qui arrive là-bas au bout, il a gagné. Et donc je l'ai laissé devant moi, puis à un moment donné, j'ai fait semblant de la doubler. Et quand elle a vu que j'allais la doubler, elle m'a attrapé, et elle est venue me saisir là, la gorge, comme ça, en m'appuyant avec ses 2 pouces. Et je suis resté estomaqué, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit, c'est à l'école, ils font ces jeux-là à l'école, quoi. Je veux dire, on entend parler tellement de trucs qui se passent dans les cours d'école. Et quand je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, c'est maman, elle me fait ça quand je fais des bêtises. Ah, je me suis dit, waouh. Et j'étais pas bien. Le soir, quand on est rentré, au moment du coucher, lorsque j'ai lu son histoire, elle me dit, ça fait mal, papa, ça fait mal là, ça fait mal là. Et en fait, elle m'expliquait que sa mère et son nouveau concubin, ils se tapaient dessus. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était sa mère qui prenait la défense de Noémie, mais que Noémie, elle prenait aussi des coups, quoi. Et qu'en fait, elle avait été pincée au niveau des seins. Donc il y avait ça, il y avait des marques d'agrippage, il y avait des tas de choses comme ça. Donc j'ai été fait constater par un médecin qui a bien voulu, parce que rares sont les médecins qui les acceptent de constater ce genre de blessure, mais ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Et en fait, je devenais l'homme qui cherchait à dénigrer la femme, la maman parfaite. Parce que ce type de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, ils sont parfaits aux yeux des autres. Mais quand les fenêtres et les portes se referment, la perfection elle disparaît. Là, ils balancent leur vrai visage. Et en fait, le fait de vouloir dénoncer les violences qui étaient faites à ma fille, ça m'a desservi plutôt que ça m'a servi. Donc j'ai quand même lutté pendant des années, on est à la ramasse. À un moment donné, il y a eu la garde alternée, à l'âge de 13 ans. Et j'avais une avocate de Paris, qui était spécialisée dans les violences conjugales, qui avait accepté de prendre mon dossier tout de suite. Et elle m'avait dit, vous savez, lorsqu'il y a une garde alternée, en règle générale, l'enfant, au bout de 6 mois, il veut aller avec le parent bienveillant, le parent protecteur. Et en fait, Noémie, elle n'a pas su le dire. Ou elle l'a dit, mais elle l'a dit avec ses mots. Et elle a fait une tentative de suicide au domicile maternel. Elle s'est retrouvée en coma. Et c'est brutal. Quand on voit son enfant en coma, c'est brutal. Et ça en est sorti? Oui, elle s'en est sortie, oui. Et sur le plan juridique après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, sur le plan juridique, Noémie, c'est avec sa tentative de suicide que les juges et les avocats et que les assistants sociaux ont commencé à se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas normal, surtout au domicile maternel. Donc Noémie a été suivie par une psychologue. La psychologue avait voulu entendre notre histoire, les 2 parents plus Noémie en même temps.
Et le premier rendez-vous, en fait, ce que Pénélope voulait, c'est que je m'excuse d'avoir porté plainte. Parce que soi-disant que la plainte n'avait pas été poursuivie. Mais je dis, on n'est pas là pour ça, on est là pour notre enfant, on n'est pas là pour des excuses ou pas d'excuses, on s'en fout de ça. Et avec le temps, la psychologue a compris qu'en fait, le parent maltraitant, c'était pas le père, c'était la mère. Et à un moment donné, elle m'a dit, votre fille avait pu retourner chez votre mère. Elle avait donné son numéro de téléphone à Noémie, personnel, en disant, le jour où ça va pas, quand tu es chez ta maman, tu m'appelles. Et elle me dit, si tu veux te faire hospitaliser pour être en protection, tu te fais hospitaliser, tu as mon autorisation. Et donc, à un moment donné, Noémie, elle n'a pas voulu retourner chez sa maman. Et en fait, à partir de ce moment-là, donc, elle a été réhospitalisée. Elle a redit une nouvelle fois aux infirmiers, aux psychologues, qu'elle ne voulait pas retourner chez sa mère. La psychologue est venue me voir en me disant, il faut faire les démarches auprès du tribunal pour que vous gardiez votre enfant. Et donc, elle me dit, je vous ferai un papier. Donc déjà, médecin, psychologue, c'est rare qu'ils acceptent. Hein. C'est qu'il y a des choses qui ne vont pas, quoi, je veux dire. Et donc j'ai fait une demande de référé au plus vite. Le juge a inversé le mode de garde. Noémie reste avec moi tout le temps, sauf un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Quand le jugement est tombé, Noémie elle s'est effondrée. L'assistante sociale qui suivait Noémie m'a contacté tout de suite en me disant « Tu t'inquiètes pas, on te couvre. Tu gardes Noémie avec toi, on te couvre. » Alors il n'y avait rien d'officiel. Donc elle m'a dit on te couvre. Il y avait des rendez-vous médiatisés qui étaient prévus tous les mois. Le premier rendez-vous où on y a été avec Noémie, alors elle y a été toute seule, avec l'assistance éducative, la psychologue de la maison du département et Pénélope, sa mère. Et la psychologue est ressortie, a dit c'est terminé. Elle a dit non, Noémie, on lui demande qu'elle dise la vérité, qu'on l'accuse de mentir, tous ces trucs-là, c'est encore une enfant. Donc j'envoie une note au juge pour dire que non, ça s'arrête là. Ce sera les parents, c'est tout. Et puis Noémie après a été entendue par la gendarmerie, enfin par plusieurs services de gendarmerie. Elle a été entendue par le juge, des enfants aussi. Donc en fait la maman avait fait un courrier au juge des enfants en disant que Noémie était en danger avec moi. Donc le juge des enfants nous a reçus en 4e vitesse et elle a entendu Noémie avec son avocate, mais surtout Noémie. Et à la suite de ça, elle nous a entendu nous. Mais en fait, elle a pas. Ça a duré très peu de temps. Elle a très vite dit Noémie reste avec son père. Et Noémie, le fait de se sentir en sécurité, a commencé à ne plus être en décrochage scolaire, a commencé à réussir tout ce qu'elle entreprenait. Et puis la deuxième année du retour au passage au juge des enfants, elle était mieux encore, elle était plus rayonnante. Et donc le juge a confirmé le fait qu'elle reste à mon domicile. Et puis la troisième année, là, cette année en janvier 2025, le juge a dit voilà, c'est fini, c'est terminé. Alors c'est vrai qu'on se dit j'ai sauvé mon enfant, mais comment sauver les autres? Alors vous avez décidé, Jacques, de témoigner. Je crois que vous avez un site internet Oui, qui s'appelle Lucien Fayard. Enfin c'est pas moi le site, mais c'est quoi la vocation du site en fait? Alors apparemment c'est un site où il y a des micro-trottoirs qui interrogent les personnes sur les violences qui sont faites aux enfants et les violences qui sont faites aux hommes, parce que je trouve qu'on parle pas assez des hommes. Et voilà, ça donne la parole à des inconnus qui disent ce qu'ils en pensent. Merci à vous d'être venu en studio pour raconter votre histoire, votre parcours. Et puis on vous souhaite à vous et à votre fille Noémie plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.